Les échéances électorales prévues cette année au Congo-Brazzaville ne laissent plus de marbre les partis politiques. Dans les états-majors, c'est déjà la mobilisation tous azimuts pour une participation victorieuse à ces élections. Comment se prennent-ils les partis politiques? Quelles sont les chances des uns et les autres dans cette compétition électorale? On en parle dans cette émission. Aussi, les concepts vivre ensemble lancés depuis quelques temps au Congo-Brazzaville fait partie des créneaux du gouvernement Clément Mwamba. Le fameux vivre ensemble pose-t-il réellement problème au Congo-Brazzaville? Vivre ensemble, un slogan ou une véritable volonté politique? La question, on en parle et on en débat dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Presse Tribune. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, il y a un nouveau venu, il s'appelle Ernest Dimi, journaliste dans le journal Le Patriote. Merci et surtout bienvenue pour la première fois dans ce plateau de Presse Tribune. Merci Sergio, je crois qu'en tant que journaliste, tous les organes de presse sont les miens. En tout cas, alors il y a Monsieur Makita, Michel Makita Ngelelo, un habitué, merci et bienvenue. Merci beaucoup. Romiko Kilas, journaliste et analyste politique, un habitué, merci et bienvenue. Merci Serge. D'ici quelques temps, le Congo-Brazzaville va vibrer au rythme donc des élections locales, législatives, et on voit déjà la mobilisation au niveau de partis politiques. Pas plus tard que le samedi dernier, le Parti congolais du travail, parti majoritaire jusque-là, a clôturé donc la réunion du comité central qui était précédée de réunion du bureau politique. On voit également un nouveau parti politique qui vient de rejoindre donc l'arène politique congolaise. Il s'agit du parti de Parfait Kolela qu'on appelle l'UDH Yuki. Et l'MCDDI également. En fait, bref, tous les partis politiques sont déjà en ébullition. Ernest Dimi, vous êtes un observateur de la vie politique congolaise. Les élections arrivent et on sent déjà que dans le parti politique, tout le monde veut mettre la main dans le cambouis. Bon, ce n'est pas seulement une affaire de parti politique, parce que si vous êtes à Brazzaville et que vous prenez le temps d'être attentif non seulement aux banderoles qu'ils ont affichées, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas seulement des banderoles issues des confessions religieuses, donc ce n'est pas des campagnes d'évangélisation. Il ne s'agit pas de celles qui annoncent non plus les vœux funèbres comme ça devient la coutume, les photos bâchées, non. C'est plutôt celles de monsieur Intel, les fils du quartier, les quartiers d'abord. Et le pire, c'est que vous avez vu, même des gens, des inconnus, non, monsieur Intel, toujours avec les mamans du quartier, et leur souhaite bonne fête du 8 mars, alors que c'est un inconnu total. Vous allez vous rendre compte également, si vous suivez les médias, alors que ceux qui ont un peu de moyens veulent prendre un peu l'avance sur les autres, à l'intérieur du pays, en fait, hors de Brazzaville, donc dans l'Interland, ou à Brazzaville, par des petits gestes de charité, en réalité, qui sont déjà en campagne déguisée. Je ne voudrais pas citer les noms, mais allez, que fait les grands posteurs d'un monsieur, je ne le cite pas, mais ils vont se connaître. Il y a un posteur, allez en face de l'hôpital de Talangaï. C'est un grand posteur d'un monsieur avec la photo du président en médaillon. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas une affaire de parti seulement, mais c'est une affaire de tout le monde. Et ce qui est à craindre, c'est que c'est comme un réveil. Les Congolais, de manière globale, se rendent compte que les moyens le plus sûr et le plus rapide de gravir les échelons de la course à l'enrichissement, c'est la politique. Et vous allez vous rendre compte, même ceux qui étaient des attachés parlementaires croient qu'ils veulent être... Ça, on en parlera dans cette émission, M. Michel Makita Ngelelo. Les enjeux semblent être des tailles parce qu'on connaît avec la Constitution actuelle le rôle que va jouer le prochain Parlement. Selon vous, est-ce que cette mobilisation, c'est peut-être dû par cette volonté d'aller vers le mangeoire, où vraiment les gens ont pris conscience qu'il faut des députés capables de pouvoir jouer leur rôle au sein du prochain Parlement?
Bon, mais je ne parlerai pas de mangeoire. Je voulais simplement dire que les gens ont des ambitions. Pour ceux qui se sont pris bien avant, qui essayent d'affrioler leurs électeurs par des actions d'éclat, je crois qu'il n'y a pas autre chose que de le faire pour essayer de montrer au public qu'on peut réussir à faire quelque chose ou bien à penser à leurs problèmes. Bon, bien sûr, d'aucuns vous parleront des promesses qu'ils peuvent faire, mais ce qui est sûr, il faut d'abord en amont des actions comme ça pour faire que, effectivement, le public se rende compte. Il y a des jeunes, moi personnellement, je trouve que c'est absolument normal, qui affichent leur position, et je trouve normal. Mais ce que je voulais dire que, en ce moment précis, nous sommes en plein dans les joutes électorales. Je crois que le moment est arrivé, lorsque le président avait dit travaillons d'abord, ensuite viendra les joutes. Nous sommes dans les joutes. Ce qu'il faut dire, il y a effectivement des individualités qui vont se faire, qui vont apparaître. Et en dehors des individualités, il y a aussi les grands partis. Les grands partis. D'ailleurs, merci beaucoup. Le grand parti, on en parle. On a vu, là je me tourne du côté de Romy Kokilas, je vais revenir à vous. On a vu que des grands partis, il y a déjà cette mobilisation. Tiens, parlons de Parfait Kolela, qui a lancé le 19 mars dernier son nouveau parti qu'on appelle donc l'UDH, Yuki. Déjà, l'UDH Yuki, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, il faut le dire clairement et franchement, l'UDH Yuki, c'est un parti créé sous les cendres du MCDD, il faut le dire. Nous suivons de près l'actualité politique nationale, toutes ces séquences, tous ces épisodes, on connaît bien. Et donc c'est au sortir de l'échec à la présidentielle, Parfait Kolela, qui vient de créer ce parti. Et j'ai vite lu l'ambition. J'ai vite lu cette ambition parce que, dernièrement, je disais sur ce plateau que ces élections seront taillées à la lumière de la présidentielle. Souvenez-vous, Parfait Kolela a eu, il faut le dire aujourd'hui, il est obligé de créer ce parti parce que il se dit détenteur d'un vivier naturel qui est le poule, et parce que depuis là, et avec tous les tralala que connaît le poule, les instabilités. On voit le nom Yuki. Yuki, effectivement, j'en viens. Yuki, il faut maintenant se poser la question lorsque c'est Yuki. Est-ce que Yuki a une sonorité nationale ou bien une sonorité ethnique ou tribale? Donc je me dis, et ça c'est une façon d'annoncer, je me le permets, hein, c'est une façon d'annoncer son repli identitaire. Parce que lorsque vous allez avec un tel concept Yuki, vous allez par exemple vous positionner dans la Likwala, vous allez vous positionner à Djambala, c'est un non-sens, voyez-vous. Ça aussi, c'est des questions que nous allons examiner, parce qu'un parti doit avoir un caractère purement national. Yuki, c'était pendant la présidentielle. Mais Yuki également pendant la présidentielle ne pouvait pas avoir un caractère national. Donc voilà, je me dis Yuki pour le pôle. Pour le pool. On va y revenir alors. Ernest Djimi, on voit déjà les gens qui affichent les ambitions. On parle de Yuki tout à l'heure. L'ambition, c'est de pouvoir, j'allais dire en court terme, gagner les élections, gagner les législatives pour avoir la possibilité d'avoir une majorité. Et on sait bien qu'est-ce que cela implique. Vous, personnellement, quand vous analysez, voyez-vous des partis comme, on va globaliser les PCT également, qui a affûté ses armes. Comment va se disputer cette course vers la majorité? Bon, mais la course vers la majorité, je crois qu'elle va se disputer sur deux volets. Le premier, le PCT et ses alliés vont chercher à conserver cette majorité. Mais le deuxième volet, c'est celui de l'inconnu, c'est-à-dire des autres qui veulent également avoir... Vous voulez dire comme le nouveau parti, comme le Yuki qui vient d'arriver? Oh, je crois qu'il faut aller dans les choses les plus sérieuses, il faut aller au-delà de ces considérations trop personnalisées ou parfois sans avenir. Moi, je voudrais plutôt qu'on on parle de ceux qui veulent, comme dit M. Elvis et son UMP, bousculer les codes. Et ça va être une élection très très difficile qui va redessiner la carte politique du Congo. La carte politique avec les jeux des alliances. Et vous allez vous rendre compte que si l'on y prend garde, avec l'allure que ça prend
alors ça pourra être les crépuscules des géants, les crépuscules des grands. Parce que la tendance aujourd'hui est que certains qui étaient des observateurs ont compris. Et ils ont compris qu'il n'y a presque plus d'initiés. Parce que le mythe des géants est en train de tomber. On a compris que les professeurs, que les docteurs, que ceux qui nous ont cadrés même à l'université, en réalité, n'ont joué qu'à la mystification. Et que tout le monde comprend, et c'est là où ça va être très très difficile, les jeunes sont en train de se démarquer. Et ça sera très très difficile. Et je crois que ça va faire tout chambouler, ça va bousculer les équilibres politiques, notamment la carte politique au niveau des assemblées, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales. Il y a un vieux, certainement, les PCT, parce que là, directement, on va vraiment y aller droit. On sait bien que le PCT, vous parlez des alliés, a un véritable problème avec les dynamiques. On le sait bien, les dynamiques dont il y a des jeunes qui montent. Est-ce que finalement on enterre un peu pas plus vite le PCT? Est-ce qu'on sous-estime le poids ou l'ancrage national de ces partis par rapport aux dynamiques qui n'ont pas de base en réalité? Les dynamiques, c'est des individualités qui rassemblent des jeunes. On sait bien comment ça se passe d'ailleurs pour des circonstances bien précises. Est-ce que, parlant des élections, à les mettre dans l'urne, ces jeunes-là ou bien les dynamiques vont faire le poids du PCT par exemple? Bon, mais je voulais faire une reprécision. Vous avez parlé d'enterrer le PCT. Les élections n'ont pas encore commencé. Et non, on est en train de faire voilà. Je crois qu'on ne peut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, moi, je voulais parler de Yuki, par exemple. En ce moment précis, chaque parti planifie ses moyens d'intervention, ses stratégies. Et certainement, eux, ils ont pensé qu'avec le Yuki, vous savez que notre population n'est pas trop éduquée dans ce sens. Et facilement, on peut repérer à partir de Yuki, ça veut dire quoi? La calebasse. Bon, voilà. Facilement, on peut repérer. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est sur le terrain. Le PCT est en train de mener des actions. Vous avez vu à la mort du président Marien Ngouabi, vous avez vu Kolela également, le président Kolela, ce qu'il fait présentement. Donc, ce que je voudrais que les gens perçoivent, c'est quoi? Il y a aussi l'UPADES, certainement, qui s'organise, le MCDD également. Donc, ce que je voulais dire, il faudrait qu'on comprenne les enjeux en ce moment précis. Les enjeux, c'est quoi? C'est la majorité que nous venons de parler. Donc, il y a un combat, moi, à mon avis, entre ceux qui vont tout faire pour donner la majorité, pour accréditer le pouvoir du chef. Et puis, il y a d'autres, effectivement, qui vont contrecarrer. Mais ce que je voulais également dire, c'est quoi? C'est qu'en ce moment précis, il ne faudrait pas que, dans certains partis, pour arriver aux dynamiques, qu'ils partent en rang dispersés. Mais je crois qu'il y a une discipline au sein de ces partis. Et je crois l'avoir dit, en ce moment précis, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour que ces dynamiques-là ne puissent pas avoir trop de champs libres. Alors, M. Romik, moi, je te posais la question avant que tu ne réagisses. Est-ce que le Parti congolais du travail ne va pas subir, excusez-nous, on met un peu plus de pression sur le Parti congolais du travail, c'est normal parce que c'est encore le parti majoritaire, mais bon, on parle de tout le parti, ne risque pas de subir ce qu'on dit un enfant, un serpent qu'il a peut-être élevé dans son sein et qui finira par le mordre, parce que vous vous rappelez du 6e congrès extraordinaire, on a parlé d'ouverture, et dans l'ouverture, on a vu tout le monde venir, et la plupart des personnes qui sont entrées, et ils se retrouvent finalement dans le dynamique. Comment va se régler cette question de dynamique? Parce que même si au niveau du 6e congrès, on a parlé que les cadres du PCT ne pouvaient plus animer des associations en dehors du parti, mais cela n'a pas passé. Est-ce que maintenant, pour les législatifs, comment le PCT va-t-il s'y prendre? Voilà, c'est une question sérieuse, une question très politique qu'il faut analyser avec beaucoup de sérieuxité. En fait, dernièrement, je disais que le grand combat lors de ces législatives va se poser au niveau de la majorité.
Laquelle s'agit-il? C'est cette majorité que nous avons vue, une majorité globale qui a emmené le chef de l'État à magistrature suprême. Il s'agit donc principalement du Parti congolais du travail et à côté, les dynamiques qui furent pendant la présidentielle le troisième bras du Parti congolais du travail. Nous les avons pendant la mobilisation. Maintenant, aujourd'hui, il se pose un problème d'intérêt politique. Ces majorités et ces dynamiques aujourd'hui sont représentatifs au niveau de l'hémicycle et plutôt au niveau du gouvernement. La culture politique congolaise voudrait que lorsque on occupe déjà des fonctions au niveau du gouvernement, il faut absolument donner la majorité au chef de l'État. Voilà ce qui se passe dans les cabesses de ces jeunes frères. Il faut le faire. Ensuite, il faut pérenniser le pouvoir politique. Ils viennent d'entrer. C'est des choses qu'ils ont attendues depuis longtemps. Souvenez-vous, on a eu à débattre sur des plateaux avec ces jeunes. Donc, ils sont arrivés là où ils ont souhaité arriver. Il faut absolument qu'ils grandissent dans l'affaire politique. Moi, si je vous comprends bien, parce qu'on va faire bref, selon vous, vous pensez qu'il faut que le PCT et ces dynamiques-là, attends, s'il vous plaît, qui a pris le président de la République, s'attendent pour positionner des gens, sinon ils risquent de s'entrer bouffés. Non. J'en viens, je suis cette logique pour expliquer clairement les faits. Maintenant qu'aujourd'hui le président a été emmené à la majorité présidentielle, vous voyez bien que le but ou l'idéal des dynamiques s'est arrêté. Il n'y a plus d'idéal. Il reste donc à conquérir cela. Maintenant, le vrai danger au niveau de la majorité, que moi j'examine à tout moment, c'est que nous avons eu à parler du pôle. Le pôle est un acquis, il faut le dire, pour coller là. Pourquoi je le dis? Les résultats, la présidentielle l'ont démontré et la perturbation aujourd'hui du climat au niveau du pôle favorise coller là. Nous avons les pays du Niari. Là-bas, c'est un acquis aussi. C'est des acquis pour l'opposition, je dirais clairement pour Tsatsi Mabila et les autres. Parce qu'ici au Congo ou bien en Afrique, chaque parti a son fief naturel. Bon, où pensez-vous que ces dynamiques puissent se positionner? Mais ce qui se dégage, c'est quoi? Les dynamiques ont tendance à se discuter, il faut le dire, ce qui est plus dangereux, les fiefs avec le Parti congolais du travail. Parce que les dynamiques n'ont pas eu à travailler le terrain, ils sont arrivés comme ça après l'élection présidentielle. C'est une récompense. Mais est-ce qu'ils se sont préparés à ces législatives? Donc, vous allez constater, si vous suivez bien, la plupart de ces responsables des dynamiques se sont positionnés dans les fiefs acquis déjà par le Parti congolais du travail. Or, le Parti congolais du travail, c'est la locomotive, il faut le dire, de la majorité présidentielle. Je vais revenir à vous, M. Ernest Dimi. Finalement, si on en croit Romik Okilas, cette guerre fratricide, si je me permets de le dire, ne va-t-elle pas jouer en faveur de l'opposition, qui malheureusement n'arrive pas non plus à s'organiser? Non, moi je crois qu'on n'est pas encore au stade de guerre. Et ici, la guerre, elle n'est pas aussi fratricide. Nous sommes d'abord au niveau des intentions, au niveau des envies des uns et des autres, à prendre un peu de l'ascendant sur l'ampleur des événements qui arrivent. Alors, est-ce que les dynamiques qui ont bien fonctionné aux côtés du PCT, qui ont même inondé le PCT, pendant le référendum constitutionnel, pendant la campagne et pendant la présidentielle, vont-elles résister? Vont-elles encore avoir la même ampleur un an après ou 8 mois après? C'est la question qu'il faut se poser. Dites-moi. Mais on sait déjà qu'ils ne cachent pas leurs ambitions. On voit déjà de jeunes ça et là qui se... Ils partent, si vous voyez bien, si vous suivez l'actualité, vous voyez que les prétendants au nom de ces dynamiques ou les cadres de ces dynamiques partent plus sur l'angle de l'individualité. Encore qu'il faut bien exploiter la loi électorale, puisque il faut plutôt appartenir à un parti et non aller dans cette aventure où vous êtes un parti, où vous êtes un indépendant. Voilà. Donc c'est pour dire ceci, qu'en réalité, il y a deux cartes à jouer. Ou les gens vont sur la base du parti, c'est-à-dire les gens de cette dynamique intègrent le parti, qui peut être le PCT ou un autre, mais de la majorité, et ils vont donc renforcer cette majorité s'ils gagnaient, ou ils vont en indépendant.
Et maintenant, dans la deuxième possibilité, quand ils vont à l'indépendant, on voit bien qu'ils vont se positionner dans des circonscriptions déjà acquises au PCT. Il n'y a pas de circonscription. Il n'y a pas de Ce qu'il a fait, je vous en prie. Bon, attendez, il va terminer, vous allez prendre la parole, lui, alterner. Voilà. Il n'y a pas de circonscription acquise à un parti. Tout est à zéro. Vous savez, on nous a fait croire ici que ne pouvaient gagner des élections dans certains partis du Congo que des gens qui se sont représentés sur la base d'un parti tribal ou tribalo-ethnique encore au Congo. Il n'y a pas de truc. Ce sont leurs pratiques. Vous voyez? Mais l'élection présidentielle, ça nous a démontré ça. Ça n'a pas démontré ça. Bah, bien sûr, parce qu'il n'y a pas... Quand on voit bien Parfait Kolela, par exemple, n'a pu rafler de voix que dans le pool. Ben, il n'a pu rafler de voix que dans le pool, mais il n'a pas pris toutes les voix du pool. C'est ça. Ça, c'est un cas. Moi, je pense... Bon, vous allez prendre la parole, allez-y, je continue parce que c'est dans le débat. Allez-y. Oui, je pense dans ce cas. Je vois le cas de la majorité. S'il y a solution ou conseil à donner à la majorité, parce que moi, je parle d'une majorité globale. Parce que si ça se passe tel que par rapport au regard du schéma que je viens de présenter, je suppute à la lecture ce que je vois, ça risque de fragiliser la majorité et de faire éclater la majorité. En ce moment, qu'est-ce que la majorité peut faire? C'est notre travail, les journalistes. On ne fait pas la politique, mais on tente de proposer. Pourquoi ne pas réunir cette majorité présentement, donc et le PCT et les dynamiques, essayer de tailler un plan? Normalement, je dis bien, le PCT est un parti majoritairement représenté à l'Assemblée. Ça veut dire le PCT a un vivier naturel. C'est-à-dire que c'est un vieux parti qui a ses acquis déjà. Donc, c'est déjà un avantage politique. Même en France, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les dynamiques qui arrivent devaient en fait réfléchir au même moment que le PCT pour aller conquérir les fiefs de l'adversaire. C'est ça la politique. Cependant, et vice-versa, l'opposition également, c'est ce qu'il devait faire. Malheureusement, c'est pas ce qui se fait. Alors, monsieur Makita, est-ce selon vous l'opposition, on en voit, il y en a plus pluriel, est-ce que l'opposition prend-elle conscience des enjeux de l'heure? Parce qu'on a vu déjà certains qui jouent à la politique de la chaise vide. Je voulais dire que nous devons faire un effort pour essayer de nous retrouver dans un contexte débat autour des dynamiques, avant que je tombe là-dessus. Mais je voulais dire ceci. D'abord, il faudrait qu'on se dise pourquoi ces dynamiques ont été créées. Parce que si on ne fait pas attention, on risque d'avoir un petit problème. Pourquoi ces dynamiques ont-elles été créées? En fait, c'était à l'orée des élections présidentielles. Il y a des dynamiques qui avaient pour but d'aider, d'apporter leur contribution pour que le président de la République passe. L'autre question, est-ce qu'il y a eu fusion? La fusion, c'est celle des dynamiques avec les partis. Alors, vous comprenez qu'il y a deux entités. Est-ce que les dynamiques font la politique? Ça, c'est la troisième question. La politique des partis. Des partis. Alors, vous voyez, ce que je voulais dire, c'est ceci. Qu'en ce moment précis, les partis, en ce moment précis, iront aux élections et les dynamiques également. Donc, il y a un travail à faire en amont pour voir si les partis, la dynamique, vont se retrouver dans la ligne directrice ou de la politique ou des stratégies mises en place par les partis. Sinon, accessoirement, ce sera les dynamiques qui risquent d'être des indépendants. Parce qu'eux aussi vont rechercher des fiefs, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut rappeler qu'on ne peut pas être aussi trop dur avec les dynamiques. Parce que si on va raisonner là-dessus, le raisonnement est très profond. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que les dynamiques se positionnent? Mais les dynamiques, c'est des jeunes aussi qui ont eu le temps de tâter les vieux. Ils ont eu le temps d'accompagner les vieux, de les aider même politiquement. Ils ont lu la limite des vieux. Parce que je dis, lorsqu'ils sont lancés sur le terrain pendant la présidentielle, ils ont écouté le souverain primaire. C'est eux qui ont été utilisés sur le terrain. Ils ont écouté ce peuple dans ses fiefs. Ils ont écouté, ils ont compris les limites des vieux. D'où, quand ils arrivent, je vous dis, il y a des fiefs où les jeunes des dynamiques sont proposés. Je vous en prie. Est-ce que je peux chuter? Non.
Est-ce que Moi, je voudrais la départager. Est-ce que non, en fait, le problème des dynamiques, c'est celui-là. Si vous balancez, vous faites un peu l'enquête journalistique, vous allez constater il y a des fiefs où les vieux ont failli depuis. Ils ont connu l'usure de la gestion de leur circonscription pour avoir mis trop du temps. Et puis donc, ils sont réclamés par les populations qui pensent que c'est de la nouveauté. Ça, c'est un problème qui devait être réglé au sein de la majorité. Enfin, rappelez-vous aussi, n'oubliez pas que dans ces fameuses dynamiques, il y a des partis politiques. Attention, il y a des jeunes qui ont des partis politiques. Donc ceux-là ont le droit de se positionner. Donc cette loi-là ne les frappe pas. D'accord. On va, s'il vous plaît, vous allez le départager. Je veux vous donner la parole, mais je veux quand même qu'on parle des populations. Finalement, ce qu'ils vont aller voter. D'accord. Vous allez prendre la parole. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, vous allez continuer. D'accord. Vous allez revenir, mais je lance quand même la question. Il y a des populations également qui vont voter. Selon vous, vous sentez qu'il y aura quand même un changement au niveau du vote? Est-ce que le vote va aller comme toujours, où on votera les plus offrants, où on votera ce qu'on connaît le mieux? Et cela pose la question des jeunes gens qui arrivent. Est-ce qu'auront-ils le chance dans des fiefs où on connaît déjà qu'il y a ce qu'on appelle un baobab qui tombe jamais? Est-ce qu'on va aller dans ces sens-là? Allez-y, laissez d'abord Jimmy terminer. Après, vous allez prendre la parole. Déjà, Sergio, oui. Tu ne peux pas dire, ici sur le plateau de Top TV, qu'un baobab ne tombe jamais. C'est l'arbre le plus facile à tomber. Ce qui ne tombe pas, c'est les roseaux, donc le plus petit. Bon, maintenant, dire sur la base de certains éléments du pouvoir d'argent, non. Nous savons que la concertation de Rousseau a décidé de ce qu'il y a un plafonnement des dépenses pour essayer de créer l'équilibre ou l'équité entre les candidats qui ont trop d'argent et ceux qui n'ont presque rien. Vous voyez? Mais le grand problème, c'est au niveau des citoyens. Parce qu'il y a un problème sérieux qu'il faut faire au niveau de l'éducation politique, sinon du devoir civique du citoyen congolais. Alors, chez nous, vous constaterez que les mêmes personnes, au même endroit, qui viennent dans les mêmes meetings, auront toujours un choix à faire. Et chez nous, au Congo, Brazzaville notamment, les politiciens ou les hommes politiques confondent les affluences au meeting avec les électeurs. Vous pouvez avoir 1000 personnes qui viennent participer à votre meeting. Vous pouvez remplir le palais des congrès, la plus grande salle du palais des congrès, mais il y a combien de gens qui ont réellement la carte d'électeur? Il y a combien de gens qui se sont fait réellement inscrire? Ou bien on vient seulement pour prendre les t-shirts et chanter, c'est un peu d'oublier l'ordinaire. Non. Donc pour moi, on ne peut pas aller sur la base des baobabs. Je crois que c'est l'élection la plus incertaine que nous allons organiser. Elle replonge un peu le pays dans ce qu'on a vécu au lendemain de l'avènement de la démocratie. Parce qu'on ne sait plus qui contrôle quoi réellement. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Oui. Allez, monsieur Baki, on va terminer parce qu'on va parler du vivre ensemble. Allez-y. Monsieur le journaliste. Oui. Vous vous rappelez, lors de notre première émission, j'avais parlé du péril jeune. Je voulais dire ceci, qu'en ce moment précis, nous étions en train de sentir que les jeunes avaient, eux aussi, des visées en politique. Même si, pour eux, la politique, c'est la voie la plus facile, certainement, pour réussir. Alors, donc, il y a cela. Et ensuite, je voulais dire que ces jeunes-là ne sont pas facilement cadrables, si vous voulez. À un moment donné, ils peuvent poser d'autres problèmes, d'autres jalons pour essayer de poursuivre seuls leur chemin. Parce que le but, c'est arriver à la finalisation de leurs ambitions. Deuxièmement, vous nous avez parlé de l'opposition. Je crois que vous vous rappelez, monsieur le journaliste. Alors, moi, je voulais dire que nous parlons du Parti congolais de travail, mais nous parlons aussi de l'opposition. Alors, je voulais dire que, moi, personnellement, je pense que l'opposition a un problème quand même. Un problème, parce que pour ceux qui lisent, j'ai beaucoup écrit. Pour ceux qui lisent, j'avais dit, depuis les années 2009, tant que l'opposition ne pourra pas avoir un leader, parce qu'il y a toujours eu un problème de leadership. Ce ne sera pas facile qu'ils arrivent au bout de leur logique. Et ensuite, nous parlerons du vivre ensemble, effectivement. Mais il faut dire que lorsque, en ce moment précis, chacun façonne
des idéologies ou des projets pour arriver à un but, ce n'est pas très facile. Bon, et ensuite, la question que vous avez posée, pour dire les élections, comment les gens vont se comporter, j'avais une question comme ça, similaire avait été posée. Et j'avais dit que je vais vous surprendre, ça risque de se dérouler comme ça se déroule avant. Nous sommes dans une élection où il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui vont faire de l'hypocrisie. Parce qu'à la fin, ils parleront d'aller représenter ces mandants, ils ne le feront pas. Et ils utilisent un certain nombre d'arguties, des moyens moraux et matériels. D'accord, on va terminer sur cette... La grande nouveauté, la remarque que moi je fais que cette élection, ce qui se dégage déjà, c'est le repli identitaire. Pourtant, un fléau combattu par toute la classe politique congolaise, même l'État congolais, vous allez constater que même au milieu jeune, depuis qu'on a lancé les élections, même les jeunes des dynamiques, je dis bien, qui hier ont critiqué les vieux, parce que c'est des politiques, c'est des responsables. Il parle de je le dis ici, oui. Vous allez constater qui est candidat où, qui propose être candidat où. Même les citadins. D'accord. On va en parler dans notre deuxième sujet. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous suivez bien Presse Tribune, cette émission de débat, des commentaires, d'analyse sur des questions d'actualité africaine, internationale. On parlait tout à l'heure avec mes invités donc des élections. On a tenté de se projeter donc dans le cadre des élections des échéances électorales qui se préparent donc au Congo-Brazzaville. Et notre deuxième sujet, on va parler du vivre ensemble, toujours au Congo-Brazzaville, un créneau pour le gouvernement Clément Manda. De retour sur ce plateau, comme annoncé, on va parler du vivre ensemble. Je veux revenir à vous. Vous aviez la parole tout à l'heure, M. Romik Okilas, mythe ou réalité? Une véritable réalité, parce que lorsque un mot d'ordre est lancé, une idée est lancée, j'ai toujours dit, dans une nation, c'est que celui qui conceptualise a dû passer par un constat. Sinon, il n'y a rien de spontané. Mais oui, le vivre ensemble, bien que ça s'est internationalisé. Tous les pays parlent de vivre ensemble. Mais cependant, les réalités diffèrent selon chaque pays. Lorsqu'on parle de vivre ensemble en France, ce n'est pas les réalités que nous vivons aujourd'hui. En Israël, on parle de vivre ensemble, hein, avec les Arabes, par exemple. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais le vivre ensemble chez nous est plus grave parce qu'il se fonde sur des questions purement tribales. Il se fonde sur des questions purement départementales, ethniques. C'est grégaire, c'est ce que le chef d'État qualifie de grégaire. Voilà. C'est dangereux pour un État. C'est pourquoi il parle du vivre ensemble. Mais pourquoi le Premier ministre pose le vivre ensemble? Parce que c'est que les gens ne vivent pas ensemble. Mais lesquels ne vivent pas ensemble? C'est la vraie question que nous devons nous poser. Pourquoi un responsable arrive à le dire, nous devons vivre ensemble? Ça devait surprendre. C'est parce que le Congolais n'est pas habitué à s'étonner. Un jour, on vous dit, vivons ensemble. C'est ce que ça c'est. Nous devons vivre ensemble. Ça veut dire que nous ne vivons pas ensemble. Voilà toute une hypocrisie nationale. Effectivement, les Congolais ne vivent pas ensemble. Moi, je le dis personnellement, je vais vous donner juste deux exemples simples. Avez-vous déjà vu, par exemple, un fièvre? Retenez ce que je vous dis. Hein. Avez-vous un grand fièvre du Yuki, par exemple? Excusez-moi, ça chauffe, mais il faut que je le dise. Le Yuki à Kangambazi ou bien à la montagne de Talangaï. Non, je vous dirai pourquoi. Ce n'est pas un problème du parti, c'est un problème des Congolais. C'est une mauvaise culture. Avez-vous déjà vu un parti comme l'UFD, par exemple? Vous l'avez vu au-delà du pont du Jouet? Non. Voyez-vous, c'est une réalité qui est partie de notre sale culture traditionnelle qui a influencé tous les secteurs d'activité jusqu'en politique, qui fait que le Congolais ne peut réussir que lorsqu'il se revit en lui. Le PCT a cette chose, je le dis bien. Il y a des gens qui ne supportent pas quand je le dis, parce que dernièrement je disais que je suis un peu héritier du PCT. Oui, je le suis, culturellement et sur le plan de l'éducation, parce que je suis fils d'un membre du Parti communiste travail, mais j'ai bénéficié, j'ai étudié à cette époque, je fais une certaine différence sur le plan civique. Mais on ne triche pas avec l'histoire. L'avantage du PCT,
C'est que quand vous voyez le PCT, vous avez le Bateke du Nord, vous avez le Lari, le Tsangui, le Dondo, les Bayonne, tout ce monde. Parce que ce fut un parti État. Mais aujourd'hui, tous les partis qui sont nés après, voilà les partis, ces partis qui ont manifesté le non-vivre ensemble. Quand vous voyez l'UPADES, juste à la création, c'est les Mabama Tatou. On va revenir vers vous, s'il vous plaît. Comme vous dites UFD, du coup, on pense toujours malade. Exactement. Alors, Monsieur Ernest Dimi, comment on peut parler du vivre ensemble quand on sait qu'une fois nommé ministre, et quelqu'un qu'on a connu à Brazzaville, grandi à Brazzaville, il a fait ses études ici, et il a des amis ici, peut-être jamais mis pied au village, mais une fois nommé ministre, il va remercier ses parents du village, je ne sais pas moi, à Bala, à Ongoni ou à Ongo, quelque chose comme ça. Comment vous expliquez? Est-ce qu'avec cette mentalité, peut-on parler du vivre ensemble? Bon, déjà, les Congolais de manière traditionnelle n'ont pas de problème de vivre ensemble. Les problèmes de vivre ensemble ont été imposés aux citoyens par les politiques. Depuis la veille des indépendances ou l'enlevée des indépendances, avec les guerres qui se sont succédées dans ce pays. 59. Voilà. Donc, le problème de vivre ensemble, s'il se pose aujourd'hui, à un certain niveau, c'est parce qu'il y a des hommes politiques qui ont exploité l'appartenance ethnique comme le véritable ascenseur politique. Mais ces hommes politiques-là sont des Congolais. Moi, j'étais reporter, s'il vous plaît. J'étais reporter à la sortie officielle du nouveau parti de Parfait Kolela. Je sais que le Lari n'est pas une langue nationale, mais tous les cantiques chantés au palais de Congrès c'était en Lari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et que qui déjà, on chante des cantiques qu'il ne comprend pas. Il va retrouver quoi dans ce parti? Qu'est-ce qu'il fera? J'ai vécu, nous avons tous couvert la campagne. On a suivi que le seul meeting les plus éloignés de Bakongo de Makelekele, tenu par la CODEA, qui avait pour candidat Parfait Kolela, très loin de ces quartiers, c'était là sur l'avenue des Chars. Et c'était dans le gros bayou qui ont amené les gens de Bakongo et Makelekele. Vous voyez, comment pouvez-vous voir les vivre dans l'harmonie si on se comporte comme ça? C'est-à-dire, il suffit de dépasser. Il suffit de dépasser. Dire que quand on regarde bien dans certains ministres, sans pouvoir les citer, vous avez dans le cabinet, vous voyez du chef du cabinet jusqu'à... Oui, mais c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit parce que quand aujourd'hui, Dimi et Bateke nommé ministre quelque part, alors vous voyez que le Bateke, ça sera la langue de dire bonjour à quelqu'un dans le cabinet. C'est un problème qui nous est venu comme ça, mais je crois que c'est par le biais des hommes. Vous savez, nous avons eu la chance d'aller à l'école sous le mono. Mais quand j'arrive à Brazzaville, je rencontre mes enseignants du mono. C'est après l'avènement de la démocratie, j'ai compris que M. Sodialo Pierre-Paul, qui est aujourd'hui directeur des études à l'Institut des jeunes sous le Brazzaville, alors, était quelqu'un qui venait de loin. Mazikou Antoine. C'était des gens qui étaient au fond du nord du pays, qui nous enseignaient. Mais aujourd'hui, non, quand on dit non, mais Dimi, Ernest Blanchard, voilà, on te voit autour de Lombo, autour de Yodon. C'est le monsieur, quand on dit que tu vas être affecté à Madi, ah non, là-bas c'est le Lari. Vous voyez, c'est ça. Et c'est le problème que nous emmenait la politique. Et c'est là où, à un certain moment, on regrette le mono. Alors, monsieur Michel Makita, vous avez raison. C'est ce fameux vivre ensemble. Qui doit donner l'exemple? Parce que là, Jimmy Duncan parle des hommes politiques, mais moi je dis que les hommes politiques sont des Congolais qui viennent. Excusez-moi. Attendez, je finis de poser la question. Viennent donc des populations. Est-ce que cela n'est pas plutôt un problème ancré à chacun de Congolais qui, une fois arrivé à des postes, par exemple, bon, on fait le repli identitaire, comme je disais tout à l'heure, des ministres à peine nommés, et bien, bon, ils commencent à aller remercier ses parents. Bon, d'abord, les ministres, en fait, ce n'est pas surtout les ministres qui vont vers les leurs pour les remercier, c'est les leurs qui viennent pour congratuler leur fils qui est élu ministre. Plusieurs fois, c'est la deuxième fois qu'on parle de cabinet. J'en sais quelque chose, je voulais dire une chose. En fait, il y a un problème. Dans les cabinets,
qu'on le veut ou non, la première réaction, c'est certain. C'est effectivement des personnes de confiance. Il y a le label confiance, en principe, qu'il y a dans les cabinets. Ouais. Mais tout ce que je pourrais vous dire que la composition... Je continue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que je parle beaucoup, mais laissez-moi développer un peu ma pensée. Bon, donc je voulais dire que dans les cabinets, si vous vérifiez, vous allez rendre sur les tenants des postes clés, des administrations, ce n'est pas toujours les membres du cabinet. Vous verrez qu'il y a tout le monde qui se retrouve là-dedans. Et quand vous parlez comme ça, vous parlez de quel cabinet? Mais je parle des cabinets en général. Bon, je voulais également dire ceci. Lorsque nous avons parlé des chansons, tout ça là, nous sommes en démocratie. Il y a la liberté d'expression, la liberté de chanson. Et puis ensuite, il y a le repli identitaire va toujours exister. Excusez-moi, ça va toujours exister. Si vous avez les Hutus, par exemple, s'il y a une campagne, ils vont d'abord aller vers un Hutu, ira d'abord vers les Hutus, et les Tutsis iront d'abord vers les Tutsis. S'il vous plaît. Voilà. C'est cela. Alors, je continue. Alors, je voulais dire que le vivre ensemble, à mon avis, je me dis une chose. Vivre ensemble, en fait, c'est la tendance effective de mener des actions avec des personnes pour arriver à un même objectif. Le vivre ensemble, en fait, je l'ai toujours dit, je crois, il faut avoir les mêmes aspirations. Sinon, on risque d'assister un peu à ce qui se passe dans certains pays où les grands responsables démissionnent. Il faut qu'il y ait un problème de confiance. Voilà, avoir les mêmes aspirations. Écoutez, je continue. Il faut avoir à peu près, il faut avoir les mêmes aspirations. Et il m'arrive de dire qu'il faut aussi faire ensemble. Qu'est-ce qui rend difficile le vivre ensemble? C'est le fait que le faire ensemble n'intervient pas. Le faire ensemble doit suivre, en fait, consécutivement le vivre ensemble. Quand vous dites qu'il y a question de confiance, le faire ensemble, on peut le faire qu'avec celui à qui on... Non, mais vous m'avez pas compris. Je dis... Non, là... Je vous en prie. L'aspect cabinet, pour un chercheur, vraiment pour un historien sérieux, qui étudie le genre humain, quand vous lui dites, même le philosophe, le vivre ensemble, c'est un non-sens. Un non-sens qui fait peur. Comment les humains peuvent se lever pour dire vivre ensemble, alors que l'homme, c'est cet être qui se définit comme un animal qui vit en communauté. L'homme est appelé à vivre ensemble. Mais quand, effectivement, Dimi a raison, pourquoi le politique le dit? C'est effectivement le politique qui s'est fondé sur le repli identitaire comme étant un atout pour grimper haut. Mais le faisant, il a éclaté ce qu'on appelle la nation. C'est ce que je voulais dire. Le vivre, et plutôt le repli identitaire sera là, il est naturel, certes. Mais vous savez, pour qu'il y ait une nation, même dans les petites familles, ou bien dans les ethnies, lorsqu'on vous dit le Téké, mais il y a le Boma, il y a le Nzikou, il y a le Kukuya, c'est cet ensemble-là. C'est toute une richesse culturelle. Mais lorsqu'il faut se recroqueviller parce qu'on est Boma, on tue toute une nation, tout un système de peuple. C'est là où moi j'interpelle les intellectuels congolais. Lorsqu'il faut écrire des livres idéologiques qui sont forts, mais lorsqu'il faut accompagner de telles pensées universelles, personne ne m'écrit. Vous voyez que je parle avec émotion. C'est grave parce que toutes les guerres tribales au monde, même chez les Arabes aujourd'hui, pas toujours de là. Ce que vous voyez en Libye, vérifiez bien, c'est des tribus. Il y a toujours un repli identitaire. Telle ethnie veut prendre les commandes de tout et écraser les autres. Non, s'il vous plaît. Pour ma part, pour que la pensée du Premier ministre aboutisse, il faut un travail pédagogique. C'est-à-dire, il faut Dimi. Je salue la brillance de Dimi. Après la conférence nationale, le sacrilège, le péché que le Congo a eu à commettre, c'est d'avoir franchement balayé d'une main les richesses culturelles du monopartisme. Nous étions jeunes. Nous avons perdu le repère, nous avons perdu les canaux. Comment balayer tout alors que le Congo avait des canaux pour instruire un peuple? Vous voyez, tant qu'il n'y aura pas une pensée commune, bien qu'on soit en démocratie,
Ça sera le libertinage, chacun pensera ce qu'il va penser. Alors maintenant, on va aller... je voudrais qu'on se comprenne. Non, je veux revenir à vous, à M. Dini. Alors comment régler finalement ce problème aujourd'hui qui n'apparaît toujours pas comme grave, mais un problème sérieux, du vivre ensemble aussi déjà au niveau de Brazzaville. Quand on a un jeune qui vit à Ngavakoso, il a du mal à arriver à Bakongo. Ils ne connaissent pas, il y a des gens de 47 ans qui... Pour arriver à résoudre ces problèmes dont vous parliez tout à l'heure, œuvre de politiciens. Vous savez, résoudre le problème du vivre ensemble, c'est-à-dire pour que les Congolais vivent en harmonie dans les 342 000 km², sans savoir qui est de quel village, qui est de quelle ethnie. Dire qu'on a la prétention de les réaliser aujourd'hui, je crois que se faire de la démagogie. Ce n'est pas être réaliste. Parce que vous aurez beau dire aujourd'hui, c'est un travail qui va s'échelonner sur une longue période. Il faut d'abord une conscientisation nationale et il faut mettre fin à des barrières sociales et culturelles les plus extravagantes. Voilà. Vous allez parler du vivre ensemble. Je me rappelle de ce que l'ancien préfet, le général Mondele Ngolo, avait dit lors de la présentation du livre, effectivement, sur le vivre ensemble, écrit sous la coordination de Jean de Dieu Kourissa. Le vivre ensemble, c'est bien. Mais comment allons-nous y aboutir si, à côté de celui qui dort affamé, il y a quelqu'un qui jette de la nourriture? C'est ça. Ou à côté de celui qui est en train de dormir presque à la belle étoile, il y en a qui est à 5-6 niveaux et où il n'y a pas de gens à l'intérieur. Et à côté du piéton qui est en train de marcher sous la pluie, il y a quelqu'un qui passe dans une grosse voiture de 8 places. Tout seul, il ne prend pas l'autre. Ça ne va que cultiver le fossé et la haine. À tel point que quand on entend chez nous qu'un tel grand du quartier a perdu sa fonction, ceux qui croyaient qu'il était trop gonflé, il avait trop de choses. Ah voilà, c'est bon, mon ingrédient il suffit. C'est bon. Monsieur Makita. Je voulais dire une chose. Le vivre ensemble a un sens. Pourquoi on parle de vivre ensemble? D'abord, il faut dire parce que nous ne vivons pas ensemble. Mais là, nous vivons ensemble. Hein? Est-ce que nous vivons ensemble dans l'acception de ceux qui parlent de vivre ensemble? Ça veut dire qu'en amont, il y a un problème. Il y a un problème de socialisation. Voilà. Les gens n'ont pas la possibilité d'être ensemble, de régler un certain nombre de problèmes. Je continue, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Je suis en train d'apporter un petit éclairage. Bon, deuxièmement, quand j'avais parlé de Hutu, hein, là c'est dans un autre contexte. Voilà. Il faut absolument qu'on aille contexte par contexte. Je veux seulement dire, lorsqu'il s'agit de rechercher l'électorat, parce qu'il faut comprendre que chacun de nous, chacun des hommes politiques et tout, a un électorat. Il se replie d'abord dans son secteur. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur procédé qui soit. La démocratie qui veut que ça soit le choix par le programme, par ce que propose. Et effectivement. Est-ce que la démocratie, excusez-moi, est-ce que la démocratie, il y a un passage démocratique, un précepte démocratique qui dit qu'il ne peut pas avoir un repli et identitaire. Je dis pas que c'est pas interdit. Voilà. Moi, c'est ce que je disais. C'est pas précis. C'est pas interdit. Réfléchissons bien. On risque de perdre la substance parce que en fait, tout est parti des partis politiques. Je dis bien. Après la conférence nationale, lorsque la chance a été donnée de sortir du parti État, parti unique qui est le PCT, et qu'est-ce que nous avons constaté? Le Batéké se replie dans les plateaux. Le Mochi se replie dans la cuvette. Le Vili se replie dans le Quilo. Et du coup, ils ont créé des partis politiques. Je vous assure, j'ai volé déjà à la Radio Liberté. Les gens ont parlé en patois. Moi, j'ai suivi. Pour caser les gens dans leur parti, il fallait commencer par sa maison.
il fallait prendre les nièces, les oncles, ainsi de suite. Je vous assure. Donc ça veut dire que c'est pas par idéologie. C'était pas par idéologie. Alors que nous sortions d'un vieux régime rouge qui nous avait enseigné toutes ces choses, dont le Congolais était déjà préparé. Alors du coup, c'était une chute. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater les innombrables partis qui ont existé après la Convention nationale se sont étiolés, ont disparu carrément, et les leaders sont devenus, on les index aujourd'hui, ils ont pris la retraite politique par eux-mêmes. Donc moi je pense, ce qu'il y a à faire pour réussir, une tentative, pour réussir le vivre ensemble, il faut que la classe politique d'abord apprenne à mieux organiser leur parti. Il faut qu'ils mettent fin aux partis à caractère tribal, c'est-à-dire qui sortent de la tribu et qui sortent du quartier. Il faut rendre national, donner une connotation nationale. Je voudrais bien voir un parti, je vous dis, comme l'UFD par exemple. J'aime bien voir l'UFD parce que ce fut un grand parti au temps de son président fondateur. J'aimerais voir les Mboshi là-dedans, les Vili là-dedans, les Kouyou là-dedans, ainsi de suite, les Bayomé là-dedans, les Badondo. J'aimerais voir cela dans le pool aussi avec Yuki. Je veux voir le Mboshi dans le Yuki, je voulais voir le Vili dans le Yuki, le RDPS aussi. Mais c'est des partis traditionnels. C'est des partis traditionnels. Et parce que si on ne fait pas ça, dès que le patron s'en va, je vous dis, le parti disparaît. Donc après le travail fait par les hommes politiques, vous allez voir que le Mboshi, ça serait avec le Lari, le Teke, ainsi de suite, au sein du parti, pour prendre les grandes décisions sur la nation. Et le petit peuple, qui est le souverain primaire, qui accompagne toujours, va s'aligner. Ensuite, pour chuter, reste la responsabilité de l'intelligentsia congolais. C'est un travail des sociologues, s'il vous plaît. C'est un travail des sociologues. Mais qui a écrit sur ça? Mais je vois des sociologues soutenir, franchement, des finalistes soutenir sur Bagdad. Ça vous dit quoi? Il est bon en Syrie parfois, il écrit sur la Syrie. Alors qu'il y a des phénomènes comme ça qui nous bousillent. Moi, je pense que le ministère de l'Intérieur doit être très, très regardant là-dessus. D'ailleurs, il y a la loi sur les partis politiques. Absolument. Qui doit être appliquée. La dernière question, on va faire le dernier tour de table sur cette question. Tel que se présentent les choses avec les élections à venir, craignez-vous pas que le repli identitaire l'emporte sur la raison? Oh, mais moi je crois qu'il y a quand même quelques bribes d'espoir en dehors de quelques formations politiques qui s'apparentent à des associations folkloriques, à des groupes traditionnels. Mais il y a quand même, il y en a qui évoluent, et c'est là où il faudrait qu'avant ces élections, qu'on prenne le temps d'appliquer la nouvelle loi sur les partis politiques, qui fait quand même obligation aux partis d'avoir au moins un siège, une représentation dans chaque chef-lieu, au moins de département. Vous voyez? Parce que ce qui est étonnant, ce qui facilite tout ça, c'est le fait que nous n'avons pas des partis qui ont des programmes. Et quand vous avez un parti où même le fondateur ou le président lui-même s'embrouille dans la dénomination de son parti, il ne sait pas si le PASC ou si c'est le PCA, donc on ne sait plus. Lui-même, quand il s'embrouille, faites les interviews, on le fait tous. Voilà. Donc moi je crois qu'il y a quand même une certaine prise de conscience. Et il y a quand même un nouveau mouvement qui est en train de prendre corps au-delà du repli identitaire, au-delà des pressions familiales ou tribalo-ethniques. Je ne crains pas la recrudescence de cela, mais je sais quand même qu'il y a dans le pays, oui, certaines parties où si tu ne parles pas une certaine langue, en tout cas ça va être un peu compliqué. Monsieur Makita? Bon, vraiment, c'est un point de vue personnel. Je ne pense pas. Lorsque le Premier ministre parlait de vivre ensemble, il pensait aux langues, aux tribus, tout ça. Et au Yuki. Et non, je crois qu'il ne pensait pas à ça. Tout simplement, il voulait exhumer le fait que nous ne vivons pas ensemble, et nous ne vivons pas ensemble au niveau politique, je crois. Et il y avait des enjeux, c'était amener la classe politique. Moi, je vois cette dimension, la classe politique, ne pas se retrouver vers des replis identitaires et tout, mais au moins que la classe politique soit consciente des enjeux, puisse mieux s'organiser. Et il y avait, je crois, au demeurant, des échéances électorales, afin qu'ils conviennent sur la manière qu'il faut
atteignent par exemple ces objectifs. Moi, c'est comme ça que j'essaye de voir la chose. Voilà. Et monsieur Romy Kokilas, on va terminer. Moi, je pense que tout ce qu'il y a à faire, c'est un effort pour tous les Congolais d'abord, et les politiques en particulier. Et ils doivent éviter que le Congolais puisse s'identifier d'abord à leur parti. C'est ça tout le problème, parce que dans tout ce que j'ai développé, j'ai voulu démontrer que le Congolais, même le citadin brazzavillois, alors que Brazzaville, c'est la plateforme, c'est la capitale, le citoyen s'identifie à un parti politique. Et lorsque déjà il a une appartenance politique, il s'identifie à ce parti politique, vous touchez le parti politique, franchement, vous touchez tout un département. Ici à Brazzaville, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a un grand mur que l'on ne veut pas, que ne jouons pas au mot. Brazzaville se divise au niveau de l'avenue de la paix. C'est un travail d'enquête que je suis en train de faire. Et si vous voulez, un jour, nous reviendrons ici sur ce plateau. Donc ce fléau gangrène aujourd'hui la pauvre population qui veut pourtant vivre ensemble. Donc le politique a un grand travail à faire, il faut qu'il se mette ça sur la tête. Malheureusement, le mal nous gangrène depuis des années, depuis toujours, et nous payons le prix de notre histoire commune. Donc, nous allons voir comment ça va se dérouler ces élections. Et je pense également que les populations également devraient prendre cette question à bras le corps au-delà des populations, parce que finalement c'est des populations qui payent le prix parfois. Et ben voilà, donc merci beaucoup monsieur d'avoir été sur ce plateau, un plaisir de vous recevoir, surtout pour la première fois. Ernest Dimi, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oh non, je vous ai dit, tous les organes de presse nationaux et internationaux m'appartiennent. Voilà. Je me présente toujours comme un journaliste itinérant. Voilà, ça c'est bien dit. Merci également à Romy Kokilas. Merci à Michel Makitangelelo qui joue quand même l'apaisement à chaque fois. Je donne mes points de vue. À vous, très chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous très prochainement dans Presse Tribune, le débat, les commentaires, les analyses. C'est ici que ça se passe et à la fois prochaine. Merci. Allez, sur Ernest Dimi.